à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La conférence des religieux et religieuses de France s'est réunie ce lundi pour aborder le thème de l'emprise et des abus. Les missions étrangères de Paris présentent leurs différentes crèches du monde. Reportage dans ce journal. Et puis au Sénat, la commission spéciale pour la bioéthique recevait hier le président de la Fondation Lejeune. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de la réforme des retraites et de la contestation qu'elle engendre. Après l'allocution hier du Premier ministre, une nouvelle manifestation est prévue le 17 décembre prochain. La colère peut-elle retomber? On en parle tout à l'heure avec Gérard Leclerc de France Catholique et Guillaume Goubert du quotidien La Croix. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec un anniversaire peu ordinaire. Demain, vendredi 13 décembre, le pape François célébrera le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Le Saint-Père a en effet été ordonné prêtre en 1969. À cette occasion, le pape présentera à la Curie générale des Jésuites les écrits du père Miguel Fiorito, son ancien père spirituel. Un ouvrage de 5 volumes dont il a signé la préface. Il y affirme notamment que ces écrits feront un grand bien à toute l'Église. Autre initiative pour cet anniversaire du Saint-Père, en France, les équipes du réseau social de prière Hosanna ont décidé de mettre en place une grande chaîne de prière. Plus de 21 800 personnes de plusieurs pays différents ont participé à cette chaîne de prière depuis 10 jours. L'objectif jusqu'à ce vendredi étant de prier personnellement pour le pape, mais aussi pour les intentions de l'Église. À noter également, François fêtera ses 83 ans le 17 décembre prochain. Retour en France, au Sénat, la commission spéciale en charge d'examiner le projet de loi bioéthique poursuit ses travaux. Hier soir, mercredi 11 décembre, le président de la Fondation Jérôme Lejeune, Jean-Marie Leméné, était auditionné par les sénateurs. Il a essentiellement rappelé les enjeux du projet de loi autour de la question du diagnostic préimplantatoire, mais aussi de la recherche sur l'embryon. Sur ce dernier point, il a insisté sur les dangers de l'évolution de la loi. On en écoute un extrait. Je veux dire qu'on passe dans une logique qui n'est pas exactement la logique du départ. Et on cherche finalement à faire de l'embryon et à vendre des cellules embryonnaires parce qu'on ne sait pas quoi en faire d'autre, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'on est passé d'un objectif thérapeutique extrêmement fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, quand on a le Sénat, enfin et l'Assemblée nationale ont autorisé la recherche sur l'embryon, c'était intérêt thérapeutique majeur. Enfin, il fallait vraiment mettre la gomme pour avoir l'autorisation de faire la recherche sur l'embryon. Il fallait pas qu'on puisse utiliser d'autres types de cellules. Enfin, il y avait des contraintes qui étaient assez fortes. Mais en fait, tout ça s'écroule et on s'aperçoit que l'intérêt thérapeutique majeur, il n'existera plus, que l'intérêt médical même va être balayé. Donc, il va rester la production de cellules embryonnaires qu'on va vendre. Et or, pour le moment, c'est aussi des éléments du corps humain. C'est même des corps humains nouvellement créés. Et on a l'interdiction la non-patrimonialité du corps humain, c'est quand même une disposition du Code civil. Et on n'a pas le droit donc aujourd'hui, le Code de la santé publique et le Code civil interdisent de faire ce genre de choses. Je ne sais d'ailleurs pas comment c'est compatible. Au chapitre de la lutte contre les abus dans l'Église, ce lundi 9 décembre, 120 supérieurs religieux, membres de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, se sont rassemblés à Paris pour une journée de réflexion sur le thème de l'emprise et des abus. Plusieurs victimes ont pu s'exprimer à cette occasion. Sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, revient sur la prise de conscience de ces réalités dans les différentes communautés. Je pense que chez un grand nombre de responsables d'instituts, il y a une vraie conscience de ces dérives, des dérives qui ont existé ou qui existent, et des dérives possibles, bien plus qu'avant. Je pense qu'à la fois les révélations qui sont faites par les médias, les révélations qui sont faites par les victimes elles-mêmes, nous ont appris à être beaucoup plus sensibles, attentifs. Et moi, je n'étais pas là il y a ne serait-ce que 7-8 ans, mais je pense que le climat, l'attention, la lucidité est sans doute beaucoup plus aiguë qu'avant. Le fait qu'il y ait eu des personnes victimes parmi nous aussi, alors que ces personnes viennent de tel ou tel de nos instituts, des instituts qui sont les instituts de la COREF. Donc ça, je pense que pour moi, ça a montré la maturité de ce groupe, la maturité des uns et des autres pour être capable de faire face sereinement, ensemble, bon, gravement, mais sereinement, à une question aussi délicate, avec des personnes concernées dans l'assistance, et pas seulement entre nous, en train de parler des autres.
Cette réunion a résonné de façon plus particulière pour les fraternités monastiques de Jérusalem. En effet, dans un livre paru au début du mois, une ancienne religieuse raconte l'emprise psychologique et spirituelle dont elle estime avoir été victime de la part du fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Après avoir eu connaissance de ce témoignage, la communauté a décidé de lancer un appel pour chercher d'éventuelles autres victimes. Les explications de sœur Marie-Laure, la porte-parole des fraternités monastiques de Jérusalem. Notre première réaction face à ce livre, dont nous n'avons eu connaissance que très récemment, est évidemment une réaction de compassion envers cette ancienne sœur et pour tout ce qu'elle a pu souffrir dans notre communauté. Cela nous a paru suffisamment grave pour que nos deux prieurs généraux, frère Jean-Christophe Calmont pour l'Institut des Frères et sœur Rosalba Boulgaza pour l'Institut des Sœurs, fassent immédiatement appel bien sûr au diocèse et surtout décident d'ouvrir une cellule d'écoute et d'accueil pour toutes les personnes qui auraient eu dans notre communauté à se plaindre ou à souffrir de tels abus spirituels. Cette cellule sera composée de frères et de sœurs, mais aussi de personnes extérieures à la communauté et de psychologues bien sûr. Nous vous en parlions mardi dernier, lundi 9 décembre, c'était la journée nationale de la laïcité. Une journée qui commémorait la signature de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905. À cette occasion, nous nous sommes penchés sur l'association Coexister, qui travaille justement à sensibiliser les plus jeunes sur les questions de laïcité. Reportage. Décrire en quelques mots sa propre religion ou celle d'un autre. C'est l'exercice proposé à ces élèves de l'école Saint-Louis-Blanche de Castille à Villemomble par l'association Coexister. L'enjeu en 2 heures, c'est déjà de montrer comment ça se passe quand on pose un cadre respectueux et bienveillant où on peut parler des sujets de conviction, de religion, parce que c'est un sujet qui est souvent sensible ou tabou. Et du coup, déjà, l'enjeu, c'est de dire « Ok, là, on est là pour en parler, donc allez-y, vous pouvez ». Mettre en mots ce que l'on croit savoir de l'autre et le confronter à ce que l'autre croit réellement. Une manière concrète et amusante de se rendre compte que nos certitudes sont parfois fausses. On est là pour rappeler ce que c'est la laïcité, parler de notre expérience du vivre ensemble, tenter de déconstruire les préjugés qu'il peut y avoir sur les religions, les convictions. Par exemple, le judaïsme, les juifs sont riches, ou musulmans terroristes, ou dans le christianisme, par exemple, la pédophilie. Enfin, il y a parfois des choses qui ressortent très souvent. Du coup, il y a un travail qui a été fait vraiment de recherche historique, déjà d'où viennent ces préjugés. Un travail sur les stéréotypes qui permet d'aborder des sujets souvent brûlants dans l'actualité. La laïcité, le port du voile, le terrorisme. Coexister a déjà proposé ce type de session dans plus de 33 villes françaises et toujours avec succès. En fait, on part du principe que plus on connaît l'autre et plus on le respecte et plus on peut apprendre à vivre ensemble. Donc c'est à ça que servent en fait ces séances-là. Et donc on essaie de faire intervenir des associations ou des personnes qui ont un discours qui va aller toucher en fait les jeunes. Après 2 heures d'échange, les élèves quittent la salle de classe pour replonger dans la société, avec une meilleure connaissance de soi et des autres. Et puis en bref, à Strasbourg, 1 an après l'attentat du marché de Noël, le 11 décembre 2018, la ville a rendu hommage aux 5 personnes tuées. Une cérémonie de recueillement s'est tenue hier soir dans la cathédrale avec Monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg. À la demande des familles des victimes, toutes les cloches de la ville ont sonné pour honorer la mémoire des défunts. Et puis dans l'actualité internationale, en Colombie ce jeudi 12 décembre pour la fête de la Vierge de Guadalupe, qui est la sainte patronne de l'Amérique latine, les évêques ont demandé une journée de prière pour la paix et la justice dans le pays. Pour rappel, la Colombie est traversée par de vives tensions politiques et sociales depuis plusieurs semaines. Concrètement, ce jeudi après-midi, à Bogota, 4 heures de prière ont été diffusées en direct sur les médias et les réseaux sociaux du pays, à l'issue de quoi une messe était présidée par Monseigneur Oscar Urbina Ortega, le président de la conférence épiscopale de Colombie. Enfin, pour clore ce journal, nous nous sommes rendus aux missions étrangères de Paris, où se tenait, comme chaque année, une exposition sur les crèches à travers le monde. Le reportage de notre journaliste Gabriele Porometto. En plein cœur de Paris, les passants peuvent admirer des crèches du monde entier. Thaïlande, Pérou, Pologne. Les missions étrangères de Paris proposent chaque année de découvrir des santons venus d'ailleurs. C'est le temps de l'Avent et le Noël, donc on a dit on va montrer des crèches d'Asie, aussi monde entier, pour proclamer ce message de Jésus venu dans le monde pour sauver tout le monde.
Cette année, c'est la Corée qui est mise à l'honneur, avec une crèche dans un décor local, et notamment des santons, qui représentent les missionnaires et martyrs du pays. Alors vous avez les enfants qui jouent ici donc, à la toupie, une toupie typiquement coréenne que vous avez ici. Hein, voilà. Alors paysage coréen, comme je l'ai dit, avec des maisons traditionnelles au toit de chaume, etc. Vous avez aussi les pères des missions étrangères de Paris, vous avez qui enseignent l'évangile à des catéchistes, à des jeunes. Pour les curieux, les crèches seront exposées jusqu'au 2 février prochain. C'était bien un reportage d'Ophélie Marien avec les images de Gabriele Porometto. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve à présent la chronique du père Devers. Il nous parle cette semaine de son association Habitat et Humanisme et de l'importance de prendre soin des autres en cette période de l'Avent. Chers amis, bonjour. Le cadre a un peu changé. Que s'est-il donc passé ? Bien, le mouvement social fait qu'en fait, je n'ai pas pu être sur les rails. Et donc, je suis resté dans le lieu qui est le bien. Ici, un monastère, le monastère des Clarisses, qui accueille notre association Habitat Humanisme. Une façon aussi de faire mieux connaissance. Ce temps de l'Avent, c'est ce temps qui doit nous inviter à nous rapprocher de ceux qui sont éloignés de nous. Dieu ne prend pas de la distance, il se fait l'un de nous. Une philosophe dit très très justement, Cynthia Fleury, qu'une civilisation qui n'est pas soin n'est rien. Comme le propos est juste. Et précisément pour le Seigneur, nous ne sommes pas rien, puisqu'il vient nous rejoindre. Alors ce temps, ça doit nous conduire à dire par rapport à ces enfants, tout particulièrement ces enfants dont le présent est difficile et l'avenir compromis, de leur offrir un logement. Peut-être allez-vous me dire, vous vous y prenez bien tard. Non, heureusement, je viens d'avoir un instant, il y a 10 minutes, un appel téléphonique d'une famille, 3 enfants, avec un papa qui a un cancer, qui était dans la rue. Enfin, un logement est trouvé. Il faut que nous trouvions ces logements. Ils existent, la vacance est incroyablement grande. Il y a quelques semaines, j'étais à Aix-en-Provence, des milliers de logements sont vacants. C'est partout. Cette vacance, elle offre des possibilités, des disponibilités. Alors ensemble, faisons en sorte que ce temps de Noël, il ne peut être joyeux que si aussi des frères et des sœurs qui ne trouvent pas de place, qui ne la trouvent plus, découvrent que finalement nous ne sommes pas indifférents à ce qu'ils sont, comme le Seigneur ne marque pas d'indifférence avec nous pour prendre notre humanité. Dans cette perspective, belle préparation de l'Avent pour un Noël. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence notre revue de presse avec France Catholique. Qu'avez-vous voulu mettre en avant cette semaine? Vous voyez la couverture avec ce personnage qui s'appelle le père Jean-Baptiste Muard. J'avoue que je ne connaissais pas le père Muard avant que mes camarades ne fassent ce dossier. C'est en fait une personnalité très importante pour l'Église du XIXe siècle. Ceux qui connaissent l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, eh bien, ils ont là le fondateur de cette abbaye, mais qui, avant de se retrouver dans l'ordre bénédictin et reconstituer une branche de cet ordre bénédictin qui s'appelle, je crois, l'ordre de Saint-Edme, il a eu toute une vie de prêtre séculier. Il a voulu partir en mission, etc. Il a une vie, avant de trouver sa propre voie, donc monastique, il a eu une vie missionnaire extraordinaire. C'est une espèce de héros de la foi qui a soigné les malades au moment d'une épidémie. Il y a quelque chose d'héroïque et il devrait être, à mon sens, aussi célèbre que Don Guéranger, qui est l'autre grand refondateur du monachisme en France. Merci beaucoup. L'Hebdo de la Croix nous parle cette semaine de la Gambie, Guillaume Goubert. Oui, il y a un long reportage sur la Gambie, qui est un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, qui est du côté du Sénégal. C'est un pays de 2 millions d'habitants, qui est principalement musulman, qui a connu une très longue période de dictature et qui actuellement vit
quelque chose d'assez extraordinaire, qui est une commission vérité et conciliation, il y en a eu une autrefois en Afrique du Sud, à la sortie de l'apartheid. Ben là, de la même manière, les victimes viennent raconter ce qu'elles ont vécu. Les bourreaux aussi s'expriment. C'est l'occasion de libérer la parole pour essayer de soigner le passé, de surmonter le passé. Et c'est pas gagné, mais il se passe vraiment quelque chose qui peut inspirer d'autres pays dans d'autres régions du monde. Merci beaucoup. Famille chrétienne consacre un dossier à la crise politique en cours au Liban, avec un regard particulier sur les chrétiens engagés dans le renouveau du pays. Et puis, dans son édito, Antoine-Marie Izoard revient sur la réforme des retraites et la contestation qu'elle entraîne, rappelant qu'en ce temps de l'Avent, l'Évangile nous invite à un autre défi, celui de la conversion. Comment changer le monde si on ne change pas soi-même, insiste-t-il. La Vie propose cette semaine un dossier sur l'avènement des neurosciences. Elle bouleverse nos certitudes selon le magazine et met à mal le mythe de l'homme dominé par sa raison. Dans son édito, Jean-Pierre Denis revient lui aussi sur la réforme des retraites. Pour lui, le débat actuel en cache un autre, celui des femmes victimes de criantes inégalités salariales et des mères, et en particulier des mères de plusieurs enfants. Réforme propose cette semaine un dossier sur les chrétiens de Hong Kong qui se battent pour la démocratie. Nous retenons également cette semaine un article sur les idées reçues du scoutisme décrypté par Jean-Jacques Gauthier, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Un mouvement qui répond, selon le magazine, aux besoins de notre société. Pèlerin consacre sa une à Sylvain Tesson. L'écrivain et aventurier s'est confié au magazine sur son voyage au Tibet, un voyage qui a transformé sa vie et l'a invité, selon ses mots, à être à l'affût de la beauté du monde. À retenir enfin le dossier sur l'Algérie et les manifestations depuis février 2019, une révolution du sourire qui ne s'essouffle pas d'après l'Hebdo. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons ce soir Guillaume Goubert de La Croix et Gérard Leclerc de France Catholique. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va parler dans ce dossier d'un sujet d'actualité qui accapare l'actualité depuis plus d'une semaine. Alors, la réforme des retraites. Une première question peut-être. Hier, Édouard Philippe a annoncé les contours de cette réforme. Il a réussi un exploit, celui de fédérer l'intégralité des syndicats contre cette réforme. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un tournant du quinquennat ? On peut assister à un tournant du quinquennat, mais ce n'est pas encore tout à fait joué, parce qu'on constate aujourd'hui même que le Premier ministre est en train d'essayer de recoller les morceaux avec les syndicats les plus réformistes, la CFDT principalement, mais aussi la CFTC, et puis un troisième syndicat qui s'appelle l'UNSA, pour essayer de surmonter le blocage qui est apparu hier. En fait, le blocage qui est apparu hier, c'est parce que les syndicats que je viens de citer sont favorables au principe de cette réforme du système des retraites pour passer à un système à points. En revanche, ils ne sont pas d'accord pour qu'on prenne dès maintenant des mesures d'économie supplémentaires qui aboutiraient à repousser l'âge de la retraite. Et le patron de la CFDT, Laurent Berger, a considéré qu'en annonçant un âge de départ à 64 ans, le Premier ministre avait franchi une ligne rouge et que donc il se retirait il rejoignait le camp de la contestation avec une grande manifestation qui est prévue la semaine prochaine. Mais, je le répète, depuis hier, le Premier ministre essaie de rattraper les choses. Va-t-il y parvenir ? Ça n'est pas sûr. Si il n'y parvient pas, le conflit risque de rentrer dans une logique assez dure et effectivement, ça peut être... il a dit hier qu'il ne fallait qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant. Si on continue sur cette lancée-là, il y aura certainement un perdant qui sera l'exécutif et ça peut être un tournant du quinquennat. Gérard Leclerc, qu'en pensez-vous ? Oui, d'autant plus un tournant du quinquennat que Emmanuel Macron a tout joué sur la réforme. Et en disant, moi, je ferai les réformes que mes prédécesseurs n'ont pas faites. Alors, il faut dire que sa volonté a été contrecarrée depuis plus d'un an avec l'affaire des Gilets jaunes, qui ont vraiment remis en cause la dynamique de son quinquennat. Et cette affaire des retraites est encore fâcheuse. Et il s'agit pour lui de se sortir de ce mauvais pas, parce que s'il loupe cette affaire des retraites, c'en est fini du réformateur, je dirais, du progressiste Macron. Alors, ceci dit, l'affaire est compliquée.
mon ami Goubert est beaucoup plus habile que moi à traiter ce sujet, puisqu'il a derrière lui une longue carrière de journaliste dans le domaine de l'économie. Et puis, alors, si vous voulez aussi, il y a un autre aspect politique, c'est ce que le politologue Jérôme Sainte-Marie appelle le système bloc contre bloc. C'est-à-dire qu'il y a un bloc macronien qui regroupe, disons, la partie la plus aisée, en définitive, de la population, contre un bloc populiste qui représente quand même beaucoup plus en suffrage sur le terrain démographique. Est-ce que cette logique du bloc contre bloc va continuer à s'affirmer avec tous les risques de cette opposition et de cette lutte des classes ? Guillaume Goubert, peut-être, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les enjeux de cette réforme des retraites ? L'enjeu, c'est d'arriver à un système qui soit plus égalitaire et plus transparent. Aujourd'hui, il y a 42 régimes différents qui ont des règles qui sont très variables, des situations qui peuvent varier vraiment de beaucoup en termes à la fois d'âge de départ à la retraite et aussi ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le revenu de retraite comparé au revenu d'activité, qui peut varier entre 50 et 75% selon les cas. Pour certains, ce sera 50%, pour d'autres, ce sera 75% de leur revenu d'activité qui touche au moment où ils sont à la retraite. Donc, le but de la réforme, c'est d'arriver à quelque chose qui soit plus égalitaire et également plus lisible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en gros tous logés à la même enseigne. Mais faire ça intellectuellement, c'est très satisfaisant. Pratiquement, c'est extrêmement compliqué à faire parce que ça amène à toucher à des tas de caractéristiques propres à chaque profession, comme par exemple si on prend les enseignants et spécialement les enseignants du premier degré, le fait est qu'ils ont une progression de salaire relativement faible sur l'ensemble de leur carrière. Leur salaire, en gros, passe de 1 à 2 du début à la fin de leur carrière. Je parle du premier degré. Et leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois d'activité. Donc, ils ont un taux de remplacement qui est assez bon. Si on passe au système futur, la valeur de leur retraite sera calculée sur l'ensemble de leur vie professionnelle, comme c'est déjà le cas comme c'est davantage le cas pour les salariés du secteur privé, où actuellement, de mémoire, c'est 25%, c'est les 25 meilleures années, donc une période nettement plus longue. Enfin voilà, c'est un exemple qui montre que chaque profession a des caractéristiques différentes et passer à un système unique, c'est assez compliqué et ça peut être assez coûteux parce qu'évidemment, on veut faire en sorte qu'il y ait le moins de perdants possible et du coup, il faut opérer des rattrapages, c'est ce dont on parle pour les enseignants, qui du coup va amener à dépenser de l'argent pour ça, et du coup le coût du système risque d'augmenter. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le Premier ministre dit qu'il va falloir faire des économies, c'est parce qu'il sent bien que le système futur va coûter plus cher que le système actuel. Parce que dans le système actuel, il n'y a pas véritablement d'urgence, pour essayer de répondre à votre question, Gérard. Alors, quels seraient, selon vous, les perdants de ce nouveau système ? Les perdants, à la fois concrètement et symboliquement, ce sont ce qu'on appelle le plus communément les régimes spéciaux, c'est-à-dire notamment les cheminots et les agents de la RATP, qui ont un système où ils partent très tôt à la retraite et avec un taux de remplacement qui est important et dont on connaît le pouvoir de blocage puisqu'on l'éprouve en ce moment comme on l'a éprouvé déjà en 1995. Donc eux seraient effectivement à la fois dans le symbole et dans la réalité les plus grands perdants, mais en même temps ce n'est pas un très grand nombre de personnes. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, il est question dans cette réforme d'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque peut-être d'une certaine radicalité dans cette égalité, au mépris peut-être de l'équité ? Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre du point de vue technique. La radicalité, elle est quand même du côté, je dirais, en termes politiques, elle est du côté de la CGT, qui ne veut pas lâcher le morceau. Et j'ai entendu cet après-midi qu'on menaçait d'aller au-delà de Noël. Et alors à ce moment-là, on se
on se trouve devant une épreuve majeure. Je ne sais pas s'il faut évoquer le passé, mais bon, il y a eu au début de la 4e République des grèves qui ont mis à mal le régime. Et il a fallu un homme à poigne comme Jules Mock, qui était socialiste, ministre de l'Intérieur, qui a cassé ce mouvement qui était devenu quasiment insurrectionnel. Alors, je ne dis pas que nous sommes dans ce cas de figure, mais ça pourrait peut-être un peu y ressembler dans la mesure où M. Martinez a pour but déclaré, et il prendra tous les moyens pour cela, d'obliger le gouvernement à retirer son projet de loi. Alors justement, aujourd'hui, quelles pourraient être les issues pour sortir de la crise? Ça fait déjà une semaine qu'on subit les grèves, en tout cas. Pour moi, l'issue, c'est de ramener les syndicats réformistes dans la négociation, de surmonter le blocage qui est apparu hier, et ensuite de commencer à négocier les détails de cette réforme. Parce qu'effectivement, sur la question égalité et équité, ça va se jouer dans la négociation, dans une discussion très soigneuse, où on va regarder les situations et on va essayer de trouver les bons réglages. Et selon la vieille formule, le diable est dans les détails. Ça va être très long, ça va être très compliqué, mais s'il y a une volonté de part et d'autre d'arriver à un compromis, c'est pas un mot très populaire en France, le mot de compromis, mais d'essayer de se mettre d'accord sur quelque chose, on peut en sortir par le haut. Sous cette réserve, comme l'a bien dit Gérard, qu'effectivement, certains syndicats, en particulier la CGT, un peu FO aussi, sont dans une logique de tout ou rien et de refus de discuter de quoi que ce soit, qui personnellement me choque. C'est-à-dire que aujourd'hui le projet qui est sur la table ne leur convienne pas, ça me paraît parfaitement normal. Je veux dire, on entre dans une conversation, on entre dans une discussion. Leur but devrait être essayer d'obtenir davantage, me semble-t-il. Or là, ils sont dans une logique qui dit on ne veut même pas parler de ce projet, qui est un monstre, dit le patron de FO. Qui je trouve est un jugement assez choquant. Je veux dire, ce projet, il sera ce que vont en faire les négociateurs, les partenaires sociaux avec le gouvernement. Il y a un travail à faire, un travail de discussion. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler plus longtemps, mais c'est un sujet dont on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.